Salut à tous, ici Quentin de Cause Culture pour votre bon plaisir et aujourd'hui je vais vous parler de mode steampunk. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas expert au sujet du steampunk et je vais très peu parler du mouvement en lui-même. Il s'agit à la base d'un terme utilisé pour la première fois vers la fin des années 1980 pour caractériser un genre littéraire uchronique qui met en scène une époque victorienne mais dont la technologie aurait évolué d'une autre manière. Ce courant littéraire connaît une énorme popularisation vers la fin des années 2000 et s'est transformé en un véritable mouvement artistique qui s'étend sur les autres disciplines, telles que la musique, les arts plastiques, le design, la mode. Bref, si vous voulez en savoir davantage, je vous recommande la série de vidéos Kenji de Pop Culture a réalisé. C'est la source la plus sûre que je connaisse en la matière, elle a d'ailleurs écrit un mémoire sur la place de la magie dans la littérature steampunk. Je la remercie d'ailleurs encore pour l'aide qu'elle m'a fournie lors de l'écriture de cet épisode. En gros, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui caractérise la manière dont ce mouvement conçoit le vêtement. Et pour ça, il faut se pencher sur l'époque sur laquelle ce mouvement se base, c'est-à-dire le 19e siècle. Cette réinterprétation concerne l'époque industrielle qui s'étend des années 1850 aux années 1900. Il serait donc intéressant de parler de cette époque et de ses mentalités dominantes avant d'aborder le steampunk. Car si cette période fascine pour son esthétique, ses modes et son étiquette, ces qualités-là sont surtout réservées à une certaine élite de la société. Élite composée exclusivement de l'aristocratie conservatrice et de la bourgeoisie libérale, et ça dès le début du 19e siècle. Quel que soit le pays d'Europe, les richesses produites ne reviennent qu'à un faible pourcentage de la population. C'est donc un siècle énormément marqué par des inégalités et des mouvements sociaux qui résultent de cette industrialisation. En plus de cela, il y a une distinction sexuelle très présente entre les hommes qui s'habillent sobrement et les femmes qui sont rattachées à une silhouette très chargée, très corsetée, en constante référence avec les siècles précédents. C'est donc une mode principalement d'intérieur et d'apparat qui exclut la femme de tout confort et de tout côté pratique. Et ça, j'en ai déjà parlé dans ma série d'épisodes consacrée aux costumes de théâtre. D'ailleurs, l'imaginaire collectif contemporain retient de l'époque victorienne une image essentiellement aristocratique, notamment la culture populaire, qui à travers ses productions sérielles ou filmiques perpétue une mémoire fantasmée de la vie de manoir, des beaux costumes, des majordomes distingués et des bonnes manières. Les personnages principaux sont souvent issus de milieux aisés et sont presque toujours bien habillés. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, comme les adaptations des Misérables de Victor Hugo, ou encore les adaptations télévisées des Nouvelles de Maupassant, où toutes les catégories sociales sont représentées. Mais généralement, la pop culture retient une image riche et esthétisée de cette période. Et cet angle se perpétue même à travers des œuvres dont l'histoire se déroule durant la première moitié du XXe siècle, où cette même aristocratie tente de faire face aux changements majeurs de cette époque-là. En somme, la mode du XIXe siècle se distingue par un dress code très strict, avec une étiquette et surtout un fossé entre l'homme, qui est assimilé à la sphère publique, et à la femme, qui est assimilée à la sphère privée. Votre fille, il n'y en a pas beaucoup pour les mains d'un honnête homme. Je n'entendrai pas un mot de plus de ce sans-culotte. Venez, ma chère. Et l'aristo, tu sais ce qu'il te dit, le sans-culotte? Alors attention, quand je parle de sexualité, je ne parle pas de la vie sexuelle en général. Vos fantasmes à base de chapeaux de forme et de corsets, ça ne me regarde absolument pas. Oh, come on! Oh! 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 Non, ici, on va plutôt parler de quelque chose qui fait un peu polémique en ce moment, la sexualisation des genres. Depuis quelques années, la question du genre est devenue très complexe, et ce, même dans la mode. Les marques et le design vestimentaire d'aujourd'hui jouent beaucoup sur l'unisexe et sur les frontières entre le masculin et le féminin, et ce, de plus en plus avec les questions de binaire, non-binaire, du sexe autre, pour ceux qui ne se sentent ni hommes ni femmes. Tout le monde s'habille pareil, hein. À l'époque, c'était impossible. Les femmes mettaient des robes et les hommes mettaient des pantalons, point. La frontière entre les deux sexes n'a jamais été aussi importante dans l'histoire du vêtement occidental que dans cette période. Mais pour le steampunk et le rétro en général, on cherche à réactualiser ces codes genrés qui tendent à se perdre aujourd'hui. On cherche aussi à égaliser les deux sexes dans la mode. Certes, cela est très libérateur, mais pour les personnes se sentant juste hommes ou femmes
et voulant s'affirmer comme tel, il y a quelque chose d'un peu anxiogène. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Certaines personnes vont donc se plonger dans le passé pour retrouver une identité sexuelle ou bien une notion d'élégance tout court, notamment par le port de vêtements d'époque. Cela a quelque chose de rassurant, on peut dire. Chacun reconnaît sa place, son rôle, son esthétique, et on n'a pas à chercher à savoir ce qu'on est. Malgré tout, la passion pour les vêtements steampunk ne rejette pas du tout les avancées libératrices pour les femmes et les mœurs qui ont eu lieu depuis. S'habiller steampunk ne signifie pas vouloir revenir à une société patriarcale victorienne, il ne faut pas confondre. Tout en préservant une égalité gagnée au fil des luttes, on cherche à retrouver une définition de la féminité et de la masculinité, en tout cas de l'image que l'on en a. Et bien sûr, le steampunk ne rejette pas les personnes non-binaires, les femmes décidant de porter des pantalons et les hommes voulant porter des robes et des corsets par exemple. Le steampunk, il est gentil. Thank you. Mais il permet de retrouver une esthétique genrée où il semble plus facile de porter des vêtements sexués afin de renouer et d'affirmer une féminité ou une masculinité. Il est évident que la place du corps soit importante dans cette réappropriation de la mode du 19e siècle par la mode steampunk. Comme il a été vu précédemment, la mode du 19e siècle entretient un certain rapport avec le corps de la femme comme avec le corps de l'homme. Malgré sa créativité et son esthétique, la mode du 19e siècle est également une mode très rigide. Elle se veut droite, sérieuse et surtout très pudique. C'est le corps qui se soumet aux vêtements, pas l'inverse. Rien que pour les hommes, jusqu'au début du XXe siècle, la chemise est encore considérée comme un sous-vêtement et le port du chapeau est obligatoire, surtout pour les femmes. Je me suis sauvée comme une folle et je me suis retrouvée je ne sais comment dans la rue, tête nue. Oh là, mon Dieu! Mais tout le monde pouvait me reconnaître et j'aurais marché longtemps de la sorte si je n'avais pas été rappelée à la réalité par un jeune blanc bec qui est venu à moi et qui m'a dit « Madame, je veux un franc. » Bon. Je me demande un peu ce que ça pouvait me faire qu'il lui va un franc. Il fait peut-être de la monnaie. Cette rigidité est dénoncée à la fois par des médecins qui dénoncent les malformations de l'anatomie que provoque le port du corset, ou par des hommes de lettres qui trouvent cette oppression du corps tout simplement absurde. C'est le cas du poète Albert Bonnard qui écrit en 1910 « Nous ne sommes plus assez sauvages, nous sommes des gens trop civilisés. Trop polissés, trop effacés, nous avons perdu l'habitude d'exprimer nos sentiments par notre corps. Cet effacement est surtout dû à une morale que le système de mode bourgeois a instaurée au fil du siècle, en corrélation avec bien d'autres facteurs, notamment la morale religieuse qui garde une place importante notamment chez les femmes. On ne vous apprend rien en couvent. S'organisent alors des débats qui, à travers la presse, se questionnent au sujet de la place du corps. Et c'est surtout le cas pour la femme. Il suffit juste de regarder l'évolution des publicités pour sous-vêtements proposant des modèles de corsets de plus en plus adaptés au confort de la femme jusqu'à la popularisation du soutien-gorge et des modèles de robes sans corset. Le steampunk, en tant que mouvement rétro, refuse toutes les conventions sociales qui opprimaient le corps au 19e siècle et ne fait qu'adapter sa mode avec les progrès humains de notre époque actuelle. Ce qui implique non seulement une récupération des coupes des vêtements victoriens, mais aussi une création de vêtements qui s'en inspirent, voire même une recréation. Le corset n'est plus un sous-vêtement, c'est une arborescence que l'on exhibe et que l'on décore. Le chapeau de forme n'est plus un accessoire de distinction sociale, c'est un objet d'art que l'on customise à souhait. Tout peut être créé et récupéré pour être transformé du moment que ça fasse ancien. Bref, on met du nouveau dans cette idée de patchwork au point de créer des sous-branches vestimentaires du steampunk comme le rococo. Paradoxalement, le steampunk, bien qu'il soit une référence à la culture européenne du 19e siècle, puise dans la mondialisation afin de compléter son esthétique. Il emprunte de nouveau à l'imaginaire oriental, comme il emprunte à la SF, à des revues pulp américaines, et n'hésite pas à incorporer ce multiculturalisme dans des tenues avec des dreads, des cheveux colorés, et une constante référence à la culture geek actuelle. Le steampunk donne une dimension artistique aux vêtements et la personne qui le porte devient à la fois le créateur et la création.
Mais il existe aussi des cas où on a des créateurs qui misent plus sur la simplicité et le fonctionnel, plutôt que de l'aristocratie. Il suffit de voir sur internet les créateurs steampunk qui font de l'innovation une passerelle pour rendre la mode victorienne à la fois graphique et contemporaine. Bon, je propose qu'on s'arrête là pour cette première partie sur la mode steampunk. Il y a encore énormément de choses à dire et je vous propose qu'on remette ça à une prochaine fois. Je suis encore désolé de vous avoir fait patienter pendant un an. C'est vrai que ça fait un an que je vous parle de ce projet d'épisode sur la mode steampunk, mais ça y est, il est là, il est en train de se concrétiser et je vous remercie beaucoup pour votre patience. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vert déjà, à donner votre avis dans l'espace commentaire, ça me fera toujours plaisir, et ainsi qu'à la partager. On se tient au courant pour la suite de cette série d'épisodes, et je vous dis à bientôt. Bien à vous.